Bonjour, bienvenue à tous dans Il faut qu'on parle de des vidéos où je prétends qu'il faut absolument parler d'un personnage, sauf qu'en fait c'est juste moi qui veux en parler. Ça faisait un petit moment que j'envisageais de potentiellement remplacer mes analyses par ce format autrement moins ambitieux et rigoureux, afin de pouvoir conserver le rythme de publication soutenu que j'ai pris, et pouvoir parler de personnages sur qui il y avait moins à dire que ceux que j'ai déjà fait. Alors quoi de mieux que de commencer avec le personnage que j'ai plusieurs fois dit qui était le seul personnage pour qui j'envisageais encore de faire une analyse. Prenez en compte que ce Il faut qu'on parle d'eux a été écrit avec, avant tout, le début de l'analyse de Réa dont j'avais rédigé le plan et 6 pages réparties dans diverses sections. Mon plan de l'époque aurait impliqué beaucoup plus de détails, donc ce n'est pas vraiment une analyse, on n'aura pas de section d'une demi-heure avec ses relations comme il y a pour tout le monde par exemple, mais j'ai récupéré tout ce que j'avais à l'époque et j'ai gardé tout ce que j'avais encore en tête. Ce ne sera donc pas aussi exhaustif que ça l'aurait été à l'époque, mais bon, c'est mon vide-grenier numéro 5 après tout, je me débarrasse de mes vidéos, désolé si la passion est partie, je ne suis juste plus capable de ce que je faisais à l'époque. Bon, avant de se lancer dessus, on va mettre quelques règles au point immédiatement, ok? Déjà, Three Hopes ne sera pas mentionné au cours de l'analyse. Pourquoi? Parce que c'est de la merde qui pisse sur le jeu de base, donc je considère rien de ce jeu comme canon, et ensuite parce que de toute façon, vu que Réa apparaît dans 3 cutscenes et demie et ne nous apprend rien sur elle-même dans les routes où elle est pourtant censée être la grande antagoniste, on s'en bat les couilles. Ensuite, Fleur Vermeille sera à peine mentionnée. Là, la raison à cela est tout aussi simple, mais plus longue à expliquer. Cette route est un trigger traumatique pour moi, donc il était hors de question que je la refasse pour cette vidéo. Par conséquent, les rares fois où je la mentionnerai seront de mémoire. Et comme ça fait pas mal d'années, je me souviens pas de tout et ne préfère pas dire de conneries, par conséquent, je n'en parlerai que pour ce dont je suis sûr. Maintenant que ces règles sont en place, mettons-nous en route. De toutes les choses qui m'exaspèrent dans le fandom de Fire Emblem, je demande l'incapacité à réfléchir des gens dès que l'histoire traite un personnage un peu subtil. Je considère Réa et Edelgard comme les deux personnages les plus incompris du jeu, mais à des extrémités opposées. Là où les gens excuseront tout à Edelgard et oublieront ses motivations, objectifs et rhétorique fasciste, genre c'est pas une exagération, hein, sa déclaration de guerre est si typique de la rhétorique fascisante qu'elle a sa place dans un manuel, ils blâmeront en revanche Réa pour tout ce qui ne va pas dans le monde, oublieront toutes ses nuances, répéteront tout ce qu'Edelgard dit à son sujet sans réfléchir plus loin, et iront l'accuser d'absurdité comme, je cite, « le fait d'avoir inventé une déesse pour contrôler Faudlan ». Inventer Sotis en soi. La déesse qui vit dans votre tête pendant toute la première partie du jeu, et qui est la seule raison pour laquelle Faudlan est actuellement vivable. Je vous laisse réfléchir au degré d'incompréhension du jeu qu'il faut pour déblatérer ce genre d'énormité. Mais passons, car en ignorant Réa ainsi, les gens se privent de ce qui est à mon sens le personnage le plus intéressant du jeu entier. J'irai même jusqu'à dire qu'elle est le meilleur personnage du jeu sans la moindre hésitation. Parlons donc de l'archevêque, la dame en blanc, la papesse dragonne et dernière née de Nabatea, Réa, ou comme on l'appelait autrefois, la sainte Seiros. Normalement, dans une analyse, là, je vous parlerai de ses statistiques et vous me crierez que de toute façon, elle n'est pas jouable, mais figurez-vous qu'à une étape du développement, eh bien, elle l'était. C'est pas la seule chose à son sujet à avoir été annulée, il y avait notamment beaucoup de choses censées montrer à quel point elle aime les animaux, qui ont été remplacées au dernier moment par les animaux errants du monastère. Ce qui rend leur nombre bien inférieur après l'ellipse, symbolique et déprimant. Mais bref, Réa était jouable à un moment du développement et ses stats sont toujours en jeu. Je vais pas vous faire une longue analyse, mais d'un point de vue général, Réa aurait été une unité mixte équilibrée, avec le meilleur charme du jeu, ou deuxième meilleur si Sotis avait également été jouable comme prévu, et une certaine décence dans tous les aspects sans pour autant éclater qui que ce soit. On aurait littéralement pu la mettre dans n'importe quel domaine, elle s'en serait sortie, mais elle n'aurait jamais été la meilleure. S'il y a un personnage pour qui les classes suprêmes mixtes semblaient parfaites, donc c'était elle, mais soyons honnêtes, si on avait pu la jouer, ça aurait sûrement été une manakite, donc encore une autre histoire. Maintenant que la partie potentielle gameplay est faite, discutons un peu de sa backstory puisque c'est dedans qu'on trouve la plupart du cœur du personnage. Plus de 1000 ans avant le début du jeu, les humains décident de se débarrasser des dieux, estimant que leur technologie les rend supérieurs. Sotis défend les siens et, après les dégâts atroces provoqués par le conflit, utilise toute sa force pour guérir la Terre. Seiros, comme le reste des enfants de Sotis, va alors vivre à Xanadu. Elle demeurait donc là, paisiblement, lorsque Némésis et ses alliés sont arrivés après avoir tué Sotis et ont massacré les siens, un massacre dont elle fut la seule survivante, les rares autres survivants ne se trouvant pas à Xanadu à ce moment. Profondément traumatisée et en fuite, Seiros a erré pendant des années avant de commencer à utiliser ses pouvoirs pour réaliser des miracles à Enbar, qu'on baptisera d'ailleurs ensuite la cité de Seiros,
car elle aura aidé à la développer au point de bâtir ses infrastructures essentielles. C'est en s'alliant avec Wilhelm von Resvelg, le premier empereur d'Adrestia, que Seiros trouve l'occasion de venger sa mère et le reste de sa famille. Armée de cette motivation, elle y parvient plusieurs décennies plus tard, ce qui ne met pas fin à la guerre immédiatement, mais achève ainsi le règne de terreur du roi perfide. Seiros finit ensuite par réussir à récupérer les restes de sa famille, mais se retrouvera par la suite forcé de donner les reliques aux familles qui en possèdent les emblèmes, quelque chose d'honnêtement atroce, genre sérieusement. Imaginez que les descendants des assassins de votre famille vous demandent la dépouille de la dite famille et que vous soyez obligé d'accepter. Je sais pas comment elle a fait pour pas buter tout le monde. En tout cas, elle bâtira le monastère par-dessus la tombe de sa mère et y passera le restant de ses jours à tâcher d'empêcher les guerres qui pourraient anéantir le monde, que plus personne ne pourra réparer cette fois, ainsi qu'entretenir l'héritage de sa mère et tenter de ressusciter celle-ci. On sait qu'elle a fait plusieurs essais, par exemple le calice des apôtres, puis plus tard les homonculi, mais Seiros n'est pas non plus sotte ou folle, et quand ses efforts ont des résultats désastreux, elle s'empresse d'abandonner une méthode avant d'en essayer une autre. Le calice des origines a d'ailleurs été dissimulé précisément pour ça. Elle voulait éviter qu'un tel désastre se reproduise, et Elfric a juste, comme beaucoup d'humains, été trop con pour accepter les avertissements qu'on lui lançait. C'est peut-être ça la grosse différence entre elle et les humains tout compte fait. Quand elle voit qu'elle fait une connerie, elle arrête. Eux, ils persistent. Enfin bref, toujours est-il qu'il est facile de comprendre pourquoi Seiros a une telle hantise de la guerre. Elle a grandi dans un monde dévasté par celle-ci. Elle a vu les humains détruire le monde par la guerre et en plus, elle sait qu'il n'y a plus de déesse pour réparer un monde anéanti. Pendant les siècles qui ont précédé le jeu, tout ce qu'a fait Rhea n'avait que 3 objectifs. Empêcher une guerre aussi mortelle que celle qui a autrefois failli détruire le monde, protéger les Rarnabatéens à avoir survécu, et tenter de ramener Sotis à la vie. Persuadée, de manière légèrement enfantine, que sa mère serait la seule à pouvoir mettre fin à tous les drames auxquels elle assiste régulièrement. Cette peur de la guerre est sa principale motivation. Elle souhaite un Fodlan qui ne soit pas ravagé par la guerre. Comme je l'ai dit, elle souhaite aussi protéger les siens pour qu'ils ne soient pas pourchassés et utilisés comme ceux qui sont devenus des reliques ou même Flame dans le chapitre 6. C'est pour ça qu'elle a manipulé l'histoire, et elle souhaite ressusciter sa mère, ça on l'a bien vu, mais là je souhaite vraiment parler de ce désir désespéré d'éviter les guerres parce qu'il nous mène à l'acte le plus discutable, même si compréhensible, que Seiros a commis dans ses efforts. Après tout, la seule façon qu'elle a trouvée pour éviter la guerre a été la stagnation. Le conflit, semble-t-il, est dans la nature humaine. Seiros n'a jamais pu empêcher qu'il n'y ait aucune guerre, aucun conflit. Elle a étouffé les braises autant que possible, mais elle ne pouvait pas s'assurer qu'il n'y aurait jamais rien, et les Agarthés ont attisé ces braises, allant jusqu'à provoquer la guerre de sécession du royaume. Petit point ironique quant au fait que c'est très amusant que les Agarthés aient provoqué la rébellion de Lugh le Lion afin de retirer à Seiros une partie de son influence sur Fodlan. Tout ça pour que Lugh ne choisisse de plutôt s'allier avec elle après coup, au point que Fargus est désormais un saint royaume, et c'est vraiment une partie de l'histoire que j'aurais adoré qu'on étudie au niveau du lore. Mais comme Seiros savait qu'elle ne pourrait empêcher que les conflits éclatent, malgré ses efforts, ce qu'elle a fait, c'est tout son possible pour que ces conflits ne soient pas trop destructeurs. Et pour cela, il a fallu qu'elle ralentisse les progrès de l'humanité. Comme on le voit dans l'Abysse, elle a notamment fait en sorte d'empêcher l'existence des longues vues, de peur qu'elles ne soient utilisées pour intensifier les conflits. C'est quelque chose que je trouve marquant, parce qu'on trouve des documents témoignant de l'interdiction de 3 choses. 2 écrits de la main de Rhea, qui craignaient leur utilisation au cours de la guerre, et une de la part d'un prêtre haut placé, écrit de façon bien moins éloquente, qui interdit les autopsies sous prétexte que les réponses apportées par la magie se suffisent à elles-mêmes. Or, on sait que Manuela, une médecin employée par l'église, pratique les autopsies, ce qui montre bien que celles-ci n'ont pas été interdites, au contraire, et que contrairement aux 2 autres, ce papier est là parce qu'il n'a pas été appliqué. Cependant, sa présence nous montre là toute la dangerosité de ce que faisait Seiros en interdisant l'exploitation de certaines découvertes et l'évolution qui allait avec. Malgré ses bonnes intentions, il s'agit d'un abus de pouvoir. Et certains risquent à tout moment de l'imiter, mais avec de bien moins bonnes intentions. Et si dans ce cas précis, on a pu voir que ça n'a pas fonctionné, Seiros n'est pas omnisciente ni omnipotente. Elle ne peut se charger de tous les abus de pouvoir de ceux censés être sous ses ordres. En fin de compte, même si on comprend parfaitement pourquoi Rhea agit ainsi, empêchant que les guerres ne prennent des proportions terrifiantes qui nécessiteraient de nouveau le toucher d'une déesse maintenant morte, cela posait un tout autre danger, celui que quelqu'un d'autre ne fasse la même chose par simple désir de supériorité. En revanche, ce qui fait de Rhea un de mes personnages préférés du jeu, et possiblement le meilleur d'un point de vue général, c'est qu'elle est, avec Dimitri, le personnage qui apprend le plus de ses erreurs. Et qui est le plus prêt à apprendre à ce niveau, même si Claude est plutôt bien placé aussi.
Rhea sait parfaitement qu'elle n'est pas infaillible, qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle merde régulièrement. Ça nourrit son syndrome de l'imposteur et la haine qu'elle se porte à elle-même. Rhea fait depuis plus d'un millénaire un travail étouffant, épuisant, sans repos et sans gratification. Et en plus de ça, elle est persuadée qu'elle le fait mal, car elle n'a pas toujours agi de manière transparente et honnête. Rhea sait depuis le début qu'elle n'est pas la solution. Elle pense que Sotis est la solution, c'est une de ses raisons de vouloir la ramener à la vie désespérément. Mais en fin de compte, Rhea n'a jamais voulu de ce pouvoir et n'a encore moins voulu le garder. Elle n'avait juste trouvé personne à qui le confier et qui soit capable d'épauler la charge qu'elle endurait tout ce temps. Dans toutes les routes où on ne la trahit pas, donc toutes les routes qui peuvent être vues comme canon, elle abandonne son pouvoir au profit de Byleth sans la moindre hésitation. Rhea sait qu'il faut que Fodlan passe à autre chose. Elle ne sait juste pas comment faire et sait que quelqu'un d'autre qu'elle y sera beaucoup plus apte. Elle est d'une humilité stupéfiante à ce niveau, vu le travail de dingue qu'elle a achevé depuis toutes ces années. Elle sait qu'il faut que Fodlan avance vers l'avenir. Et elle sait qu'elle est trop ancrée dans le passé pour le faire. Elle est d'une lucidité à ce niveau que c'en est impressionnant. Aucun autre personnage dans ce jeu n'est à moitié aussi lucide quant à ses propres défauts. C'est juste qu'elle le cache bien derrière son masque de sérénité, mais même dans la boîte à conseils, on peut voir ses imperfections et surtout la solitude désespérée qu'elle endure en endossant ce rôle qu'elle ne veut pas, mais subit car elle ne sait pas comment faire d'autre pour épargner le monde. Et quelle solitude, mes aïeux! Peut-être que c'est le sentiment qui représente le mieux Rhea, finalement. Rhea Seiros est une personne horriblement seule. Quand on la rencontre, elle a Cétès, Flayn, Catherine et quelques autres, mais il faut prendre en compte que Cétès et Flayn n'ont rejoint ses côtés que depuis le réveil de Flayn qui a eu lieu il y a peu, et que Catherine n'est là que depuis 4 ans, le temps d'un clin d'œil pour une nabatéenne millénaire comme elle. Rhea a passé le plus clair de sa vie toute seule, à perdre tous les gens auxquels elle s'attachait. Maciul s'est détaché de sa famille, même s'il les apprécie toujours, et il en va de même pour Indek. Toutes ces années, Rhea a vu les gens aller et venir, sans jamais pouvoir se rapprocher d'eux. Elle l'a fait, quelquefois, à donner son sang à des gens dans l'espoir qu'ils vivent plus longtemps, à tenter de se refaire une famille. Ce qui a des effets désastreux dans l'Argenté d'ailleurs, mais elle a toujours été seule. On peut d'ailleurs voir dans ses tentatives désespérées, aussi bien de ramener sa mère que d'étendre la vie de ses proches, à quel point, au fond d'elle, Seiros est toujours cette petite fille traumatisée qui a vu sa famille entière se faire anéantir et cherche tant bien que mal à recréer celle-ci. C'est aussi ça qui est à la source de son besoin presque maladif que Byleth soit la réincarnation de sa mère. C'est la première pierre pour elle, la seule possibilité pour peut-être pouvoir reproduire cette famille. Car même si elle a des amis loyaux, comme Cyril ou Catherine, elle sait qu'elle les perdra, tôt ou tard, car elle vivra plus longtemps qu'eux. Finalement, il n'est pas si surprenant que même si elle ne peut s'empêcher d'aimer les humains ou des êtres comme Citri, elle jette à ce point son dévolu sur Byleth, la seule personne qui a le potentiel de rester à ses côtés pour toujours, et qui est la seule personne avec qui elle peut finir en couple. En une scène qui est d'ailleurs très choupie, puisque dedans, en plus de reconnaître tous ses torts à point où c'est vraiment triste, mais Bébounette, arrête, t'es loin d'être aussi horrible que tu le penses, elle admet également que si elle souhaitait désespérément revoir sa mère, maintenant, c'est avec Byleth qu'elle souhaite passer le restant de ses jours, plus encore que de revoir sa mère. Maintenant que tout ça est fait, passons à la partie que j'avais rédigée en tout premier sur mon analyse il y a de ça maintenant plus de 3 ans, parce que ça m'avait absolument fasciné. Parlons du fait que Rhea soit presque une fusion parfaite des 3 délégués de classe. Elle est leur reflet narratif, faite pour mettre en relief aussi bien leurs qualités que leurs défauts. Assez ironiquement néanmoins, des 3, le seul à ne jamais avoir le moindre problème avec elle est celui qui lui ressemble le moins. Dimitri et Rhea partagent un passé absolument traumatisant. Les deux ayant vu leur famille se faire massacrer sous leurs yeux, tout en étant les seuls survivants. Ce qui leur donne un sérieux syndrome du survivant d'ailleurs. Elle en tire également un profond désir de vengeance, même s'il est clair, lorsqu'on la voit affronter Némésis, qu'elle est bien plus capable de se maîtriser que lui, et probablement, à part peut-être dans Fleur Vermeille, qu'elle ne souffre pas des mêmes épisodes psychotiques. On constate également que dans les deux cas, ils se concentrent sur la mort de leur figure parentale, avec Dimitri qui parle avant tout de son père et de sa belle-mère, tandis que Rhea se focalise sur la mort de sa mère. Comme tout traumatisme, il est également évident qu'elle en souffre toujours à l'heure actuelle, ce qui me fait penser qu'ils auraient besoin d'une bonne discussion tous les deux en plus de plusieurs heures de thérapie intensive. Ils partagent également un caractère mesuré, qui priorise le bien de leur peuple avant tout, et voit l'intérêt de la tradition pour unir les cœurs, tout en étant parfaitement capable d'évoluer. Leur absence de jugement quant à l'origine des gens est également similaire, elle a embauché Cyril et Shamir quand lui a embauché Dedou, tout comme leur refus de laisser les autres faire le sale boulot, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte.
Ils sont aussi tous les deux connus comme aimant beaucoup les enfants. Et malgré tout, comme je viens de le dire, ils sont de loin ceux pour qui le reflet est le moins fort. C'est probablement pour ça qu'ils s'entendent si bien, ceci dit. Passons à la saleté dont je préférais ne pas avoir à parler, mais au moins après ça on devrait être débarrassé. Ces parallèles avec Edelgard sont si évidents qu'on peut décrire l'une et donner l'impression de décrire l'autre. Deux femmes de pouvoir, têtues, qui dirigent certaines des plus grandes puissances du continent et qui n'hésitent pas à employer la manière forte. Toutes deux font des erreurs et se montrent parfois plus violentes que nécessaire, mais là où leurs parallèles sont intéressants, et ce qui fait que j'adore l'une et déteste l'autre, c'est au niveau de leurs différences. Pour commencer, même si toutes deux emploient la manière forte régulièrement, Rhea n'est jamais l'agresseur. Les bandits se sont pris à ses élèves, puis ont envahi les terres sacrées. Lonato avait lancé une rébellion qui ne pouvait pas bien finir et devait donc être arrêtée avant que la population n'en souffre trop, sans oublier qu'il voulait explicitement sa tête, et l'avait plusieurs fois clamé haut et fort. L'église occidentale avait causé la rébellion de Lonato, puis attaqué les élèves du monastère et violé un tombeau sacré, la tombe où demeurait tout ce qu'il reste de Sotis, qui plus est, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Toujours est-il que Rhea n'attaque jamais sans provocation, contrairement à Edelgard qui commence littéralement le jeu en tentant de faire assassiner Claude et Dimitri, qui ne l'ont fait absolument aucun mal, juste parce que ça aurait rendu la conquête de leur territoire plus simple. De même, toutes deux ont tendance à verser dans la propagande et l'écriture de l'histoire à leur façon, mais là où Rhea va prétendre que ceux qui vont assassiner sa famille étaient en fait des héros sacrés afin d'éviter que les Nabatéens restants soient pourchassés pour leur sang, comme ce qui arrive à Flame au début du jeu, Edelgard va prétendre que le bombardement inutile d'une forteresse ennemie par ses alliés a été provoqué par l'église afin d'attiser la haine contre celle-ci, puis va effacer ses ennemis de l'histoire et ainsi prétendre qu'ils n'ont jamais existé, tout en les imitant sur tous les aspects qu'elle leur reproche. Type de propagande et motivation très différentes donc. Heroes nous montre aussi que, comme Edelgard, Rhea a pendant une période pensé qu'elle était la seule à pouvoir changer le monde car les humains ne pouvaient pas s'en sortir sans un guide pour leur montrer la voie, mais contrairement à cette poufiasse, Rhea s'est rendu compte que c'était faux et montre beaucoup de respect à l'égard de ceux qui se sont distingués au cours de l'histoire. Toutes deux refusent également d'évacuer la ville où se déroule la dernière confrontation avec elle, mais si Edelgard le fait de sang-froid, Rhea n'est en revanche clairement plus entièrement saine à ce moment, quelque chose de clair quand on voit qu'elle ordonne l'évacuation et la protection des citoyens de Garagmak dans les autres scénarios, y compris le DLC. On peut également mentionner que toutes deux ont une vision assez méritocratique du monde. Edelgard a l'intention de faire du monde qu'elle dirigera une méritocratie où c'est la force qui dominera et où les faibles vénèrent les forts plutôt que les dieux, c'est pas une méritocratie ça cocotte, et où elle décidera qui mérite d'avoir des privilèges, tandis que l'ordre de Seiros est composé d'étrangers et de parias, à part Aloïs, et encore c'est un fils de marchand, pas un noble, qui ont été sélectionnés pour leur talent et le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage avant tout. Enfin, si Edelgard, désolée mais elle n'évolue dans aucune route, pas même la sienne, étant juste de plus en plus persuadée d'avoir raison quoi qu'il arrive dans son absolutisme anti-religieux, au point de vouloir causer le génocide des Nabatéens, parce que leur simple existence prouve qu'elle ment à tout le monde, Rhea reconnaît ses erreurs dans toutes les routes où on ne s'attire pas ses foudres, et laisse la main à des gens qu'elle considère comme plus aptes qu'elle. Et maintenant, plus intéressant que tout, nous allons parler du reflet entretenu par Rhea et Claude. Claude de Three Houses, parce que Claude de Three Hopes c'est une ignominie qui n'aurait jamais dû exister, un personnage qui crache sur ce qui était établi à son sujet, perd toutes ses qualités et sa profondeur et devient une version Wish d'Edelgard, qui était elle-même déjà une version Wish de Wallard, Arvis et Dumas. Bref, tout ce qui lui reste, c'est la voix de Josija. Du coup, parlons de Claude, du vrai, de celui qu'on aime, de celui qui vaut le coup d'être étudié, Claude de Three Houses. Pour commencer, les deux ont en commun un désir de paix et de venir en aide démunis. Ce n'est pas pour rien que la Sainte Seiros était autrefois avant tout connue pour ses miracles, au point d'être désignée comme chef de l'église ensuite. L'église qui est plusieurs fois d'ailleurs indiquée comme étant la plus grande charité d'Ophodlan. Ils partagent également un certain goût des gens qui les aiment pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent, comme on peut le voir au fait que ses plus proches confidents sont Cyril et Catherine, qui ne sont ni l'un ni l'autre très croyants, mais sont tous les deux profondément dévoués envers elle, en raison de l'affection qu'ils lui portent en tant que personne. C'est également dans le jeu de base le seul leader qui est délibérément comparé à Rhea et considéré comme lui étant similaire. Leur grande différence se situe dans leur manière de voir les choses. Si Rhea est figée dans le passé à cause de ses traumatismes, Claude prône l'évolution et le changement, une idée avec laquelle Rhea se montre finalement tout à fait d'accord, puisqu'elle n'avait jamais eu l'intention de rester à la tête de l'église et compte sur Byleth pour faire évoluer les choses dans le bon sens. On peut également mentionner que ce sont possiblement les deux personnages qui se prennent le plus de préjugés au cours du jeu, et ce qui est d'ailleurs assez rigolo à observer, c'est que même Claude n'est pas épargné, alors qu'il subit tout plein de préjugés, il en adresse également beaucoup à Rhea, qui par contre, probablement parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience à ce sujet et du coup a une maturité qui lui permet de passer au-dessus de ça, n'en montre en revanche aucun à son égard à lui. Néanmoins, on ne s'arrête pas là du tout au niveau des parallèles. Non, car ce que je trouve fascinant au niveau de ces deux personnages, c'est à quel point ils sont, en fin de compte,
parfaitement en phase. Et là, je vais commencer par parler de colère. Si Claude et Rhea ne montrent que rarement des coups d'émotion violentes, il n'empêche que les deux ont énormément de colère en eux. Pour Rhea, cette colère est un réflexe. Elle est due à tout ce qu'elle a perdu et explose lorsqu'on menace ce qu'elle a désespérément réussi à reconstruire et ce qu'il reste de sa famille. Pour Claude, elle n'est, de manière intéressante, pas due à ce qu'il a vécu, mais à ses rêves. Claude rêve de ce monde où tout le monde s'accepte paisiblement. Il rêve de répondre à ses questions, et c'est seulement quand ces choses sont menacées qu'il s'énerve. Malgré leur calme détaché général, ces deux personnages font partie des seuls à montrer de véritables coups de colère ponctuels au cours de l'histoire. Pour Rhea, c'est quand on menace les siens. Pour Claude, c'est quand on refuse de répondre à ses questions alors que la vérité est sous ses yeux. Ou face à un massacre. Ces deux leaders, en général plutôt sereins, ne montrent les crocs que dans les situations qui leur tiennent à cœur et pour lesquelles la tristesse ne suffit plus. Néanmoins, c'est loin d'être tout une fois de plus, et je vais de nouveau sortir Heroes, qui a ses défauts comme l'absurdité d'avoir mis cette... car on y trouve quelques détails intéressants. Commençons avec l'événement le plus récent des trois que je compte mentionner, à savoir les liens d'amitié, un nouveau lieu d'études, où, suite à l'invocation de Rhea, Félix, Sylvain et Ingrid, Cétès envisage de créer un second monastère de Garagmac dans le monde où ils ont été invoqués. Rhea précisait immédiatement que celui-ci n'aurait aucun caractère religieux et serait juste un lieu d'études. Mais même sur ce principe, elle décide d'étudier la situation et de se renseigner auprès des élèves avant de décider quoi que ce soit. Déjà, cette décision d'étudier la situation et prendre des informations avant de décider d'agir ou pas est similaire à Claude. Mais en plus, de tous les gens à qui elle a dû s'adresser pour trouver ces informations, le seul avec qui on la voit parler est Claude. Suite à quoi, elle décide que créer ce monastère ne sera pas nécessaire puisqu'il y a déjà tout ce qu'il faut en Askr, comme il semblait justement lui dire. Preuve donc qu'elle l'écoute avec attention et a parfaitement confiance en son jugement. Néanmoins, plus intéressant encore d'après moi serait l'événement d'Halloween où on la voit se renseigner avec enthousiasme et désir d'apprendre auprès de divers personnages d'autres mondes, heureuse de découvrir de nouvelles choses, et le tout avec une curiosité qui rappelle bien justement le Claude qu'on aime et qu'on respecte, dont c'est le principal trait de personnalité. De même, certaines de ses répliques, notamment à la base, montrent un profond respect pour les croyances des autres nations, en plus de la faire prononcer des mots de révérence envers la nature, qui semblent tout droit sortis de la bouche de Claude lui-même. Mais peut-être que mon petit préféré dans le tas est l'événement hors de contrôle, où la Rhea de Neige Argentée est invoquée en pleine perte de contrôle, et doit être calmée par... par elle-même. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que nous découvrons que ce qui lui fait à ce point perdre le contrôle dans Neige Argentée est le désespoir. Or, cette révélation retire un trou au scénario magistral qui se trouvait dans le jeu original, à savoir pourquoi, dans Neige Argentée, elle perdait le contrôle, mais pas dans Vent Émeraude. Car au moment de cette perte de contrôle, il n'y a qu'une seule différence pour Rhea entre Neige Argentée et Vent Émeraude. Et cette différence, c'est Claude. Claude est aux côtés de Byleth pour l'aider. Il souhaite apprendre la vérité et tirer les leçons du passé. C'est sa présence qui fait que Rhea s'ouvre autant à la fin. Et de toute évidence, c'est sa présence qui fait qu'elle ne sombre pas dans le désespoir. Rhea a tant de respect à l'égard de Claude que sa présence suffit à éviter qu'elle ne se transforme de la même façon. Ou peut-être est-ce parce qu'elle a conscience qu'il lui ressemble beaucoup et donc lui fait confiance, peut-être même malgré elle. Mais tout rend le parallèle entre les deux bien plus fort, même si plus subtil également, que pour les deux autres. En prenant tout ça en compte, vous comprenez à quel point Sweet Hope a merdé ? Bref, pour résumer, Dimitri nous montre comment quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que Rhea aurait pu réagir, tandis qu'Edelgard nous montre à quel point Rhea aurait pu devenir tyrannique et déraisonnable, des traits qu'elle lui attribue d'ailleurs de manière très ironique. Claude, lui, nous montre toutes les opportunités de réaliser le rêve et les objectifs de Rhea, un rôle en soi bien plus positif. Maintenant que la backstory et le personnage en général c'est fait, parlons un peu de son rôle dans le scénario, parce que le truc horriblement ironique dans l'histoire, c'est qu'en fait, nous sommes au moment où le monde prouve que Rhea a raison. Toutes ses peurs se réalisent, et les résultats sont tout aussi terribles que ce qu'elle s'imaginait. On peut espérer, à la fin de l'histoire, que la paix est revenue et que les humains n'iront pas aussi loin, mais ce n'est qu'un mince espoir. Même réunie, Faudlan n'a jamais été étrangère à la guerre, et les découvertes des Agarthés ont confirmé que les progrès allaient revenir, et on ne peut que craindre ce que ça provoquera. Si dans Neige Argentée et Lune d'Azur, Rhea est toujours là pour aider Byleth à poursuivre son œuvre avec de nouvelles méthodes, tout en permettant au monde d'aller de l'avant, dans les deux autres routes, elle meurt. La Merde Vermeille est une bad end de toute façon, et on n'a aucune explication quant à comment on est censé survivre à Shambhala sans Rhea, donc je pars du principe que c'est une hallucination de la garce en train de mourir dans la tombe de la déesse, puisque rien n'a le moins de putain de sens dans ce scénario.
mais dans le cas de Vent Émeraude, il y a aussi un peu d'espoir dans la vérité qui a été transmise à Claude. Mais quoi qu'il arrive, dans ces 3 routes, tout ce que nous avons, ce sont les expériences passées pour nous guider. Et les humains ne sont pas doués pour apprendre de celles-ci. Rhea ne peut vivre éternellement, et les guerres finiront toujours par réapparaître. Sans doute plus fréquemment qu'avant, maintenant qu'elle n'est plus là pour les arrêter. Et sans déesse pour sauver ce monde cette fois. On a un espoir, mais c'est tout. Ce que le jeu nous montre, c'est vraiment cela. Les peurs de Rhea sont fondées. Peut-être que sa méthode de stagnation n'est pas la bonne, mais les raisons derrière sont solides. Le jeu lui donne raison, terriblement raison. Et pas juste au niveau de la guerre. Après tout, le premier acte de l'Empire, au début de cette guerre, est de voler les cœurs de la famille de Rhea. Et avant ça, de capturer Flayn et utiliser son sang pour des expériences. Ce sont ces gemmes emblématiques et ce sang qui sont à la source des créatures démoniaques qui deviennent utilisées telles des armes de guerre. Le sang est le cœur de la famille de Rhea, utilisés comme des armes de guerre. Et n'est-ce pas justement exactement ce qu'elle a désespérément tenté d'empêcher en les faisant disparaître de l'histoire? Vraiment, ce jeu est la tragédie de Rhea. Le moment où toutes ses craintes se réalisent. Sa famille est de nouveau abusée et utilisée. La guerre reprend. Et elle perd tout espoir de revoir sa mère. Tout s'écroule. En soi, il est impressionnant qu'elle ne perde pas la boule dans les scénarios canon et se consacre à la protection de ceux qui vivent dans la ville qu'elle préside, allant jusqu'à se sacrifier pour eux. Parlons rapidement de ses relations maintenant, car Rhea étant un PNJ, elle est un cas très particulier. Les seuls personnages avec qui on la voit parler longuement sont Byleth et Cétès. Elle est complètement dingue de Byleth, qui est à la fois la réincarnation de sa mère et l'enfant de sa fille adoptive. Ce qui est la raison pour laquelle je trouve très étrange qu'on puisse l'épouser, mais soit. Elle agit vraiment comme la grand-mère qui espère que le job pour lequel elle nous a pistonné nous plaît, et si elle est clairement attristée si on lui dit que notre vie de mercenaire nous manque, ou qu'on ne sait rien de Sotis et de la foi de Seiros, elle ne nous en tient jamais rigueur non plus. Sa réaction à notre activité de mercenaire montre même une certaine envie. Elle aussi aimerait tellement avoir la liberté de partir et voyager, au lieu de crouler sous les responsabilités qu'elle a acceptées il y a si longtemps. La patience infinie dont elle fait preuve, ne levant jamais la voix, même si on fait quelque chose qui l'agace clairement, est même assez impressionnante. Elle aurait fait une maman gâteau tout de même capable de se montrer ferme si elle avait eu l'occasion d'élever Byleth. Aucun doute à ce sujet. L'autre raison pour laquelle je trouve étrange qu'on puisse l'épouser d'ailleurs, c'est que dans ses soutiens avec Byleth, elle est très affectueuse et cherche à en savoir plus sur Byleth et ses aventures avec Geralt, mais ses actes sont clairement plus ceux d'une maman, ou d'une mamie gâteau, que ceux d'une personne amoureuse. Enfin bref, elle nous inonde d'amour et de bonté, et ça a beaucoup de sens vu que nous sommes, pour elle, sa famille revenue à la vie, en chair et en os. Mais comme le montre son rang S, ce n'est pas juste ça. Ça commence comme ça, mais au fur et à mesure, elle s'attache à Byleth en tant que personne. Et rien que ça en fait une des relations les plus belles de l'histoire, même si on a vraiment l'occasion de la voir que dans la première moitié du scénario. Avec Cétès, la relation semble un peu conflictuelle. Cétès est un peu son bras droit, mais c'est aussi son frère et sa voix de raison. Il a veillé sur Flayn pendant les années durant lesquelles Seiros a veillé sur Faudlan. Aussi, il est pris au dépourvu par tout ce qu'a fait sa sœur pendant ces années et n'a clairement pas conscience de ce qu'elle a traversé. Néanmoins, même s'il la gronde régulièrement, il est clair qu'ils tiennent énormément l'un à l'autre. De même, exactement comme avec Byleth, on ne voit jamais Rhea s'énerver sur lui en retour. Elle comprend parfaitement ses doutes et inquiétudes, mais elle tente de le rassurer et de lui expliquer son point de vue au lieu de s'énerver. En fin de compte, il y a un respect indéniable entre eux ainsi que beaucoup d'amour, malgré leur relation assez sérieuse. On ne voit jamais trop leurs relations privées, car même leurs conversations sont en général dans le contexte professionnel, mais le soutien entre Cétès et Cyril sous-entend assez clairement qu'en privé, ils sont beaucoup moins protocolaires et beaucoup plus détendus. Nul doute que Cétès est un des rares répits de Rhea dans son travail éreintant. De même, on sait que Rhea tient énormément à Flayn, et même si on ne la voit jamais beaucoup parler avec elle, un des rares moments où Rhea ne se trouve pas dans la salle de réception pour nous aider, c'est lorsque Flayn a disparu et que tout le monde, Rhea y compris, est en train de retourner le monastère pour la retrouver, montrant bien à quel point Rhea tient à sa nièce. Seiros semblait aussi être en bon terme avec Indek et Makul, même s'ils n'étaient pas particulièrement proches. Makul éprouve de la tristesse à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose, et c'est uniquement parce qu'il refuse de se mêler aux guerres des humains qu'il refuse de nous aider voler à son secours. J'aurais ensuite pu parler des relations avec les leaders, mais dans les faits, Rhea n'interagit vraiment qu'avec Claude, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne lui témoigne que du respect. Lui-même s'énerve contre elle quand elle refuse de répondre à ses questions après avoir été sauvée, mais après ce bref instant de brisure, il lui rend son respect et l'écoute avec attention. J'ai mentionné plus tôt qu'il était le plus proche d'elle en termes de mentalité, et c'est dans des moments comme ça qu'on le remarque. En fin de compte, après tout, leur souhait tous les deux est que les leurs cessent de subir des discriminations. Sauf que Rhea a survécu à un génocide, alors que Claude subit du racisme des deux côtés de la frontière. Ce qui explique leurs objectifs et façons de faire différentes. Il serait très intéressant d'essayer de réfléchir à comment ils auraient agi à la place de l'autre vu leur similarité.
Après tout, une fois de plus, un autre de leurs points communs est qu'ils ont tous les deux menti sur leur identité pour se protéger. Ça aurait pu faire un super sujet de soutien, Hein Dans tous les cas, malgré des relations un peu distantes à la base, il y a un clair respect dans les deux sens. D'ailleurs, les moments d'impolitesse de Claude à l'égard de Rhea ont été ajoutés dans la version anglaise et ne sont pas dans la version japonaise. Et on peut voir que Claude sait toujours comment parler à Rhea pour la convaincre. Quelque chose qu'un seul autre personnage peut se targuer d'avoir su faire, à savoir Yuri. On ne sait que très peu de la relation qui lie Rhea à Yuri, mais celle-ci est particulièrement intrigante pour moi car ce qu'on sait, c'est qu'elle a embauché Yuri pour espionner à Elfric et que les deux se comprennent si bien qu'ils arrivent à communiquer presque sans un mot. Yuri est d'ailleurs assez négatif à l'égard de notre cause si on décide de s'opposer à Rhea et admet de nous suivre que parce qu'il sait qu'on va gagner et qu'il doit protéger ses êtres chers. Mais en soi, Yuri et Rhea sont donc des partenaires qui se font particulièrement confiance. Et c'est un autre de ces soutiens qui aurait sincèrement mérité d'exister. Comme Yuri et Claude d'ailleurs. Donnez-moi mon trio de dirigeants manipulateurs mais sympathiques, bordel. Mais bon, finissons avec des personnages avec qui on ne la voit jamais trop interagir, mais avec qui elle est très proche. Il y en a deux comme ça, et le premier c'est Cyril. Cyril est un orphelin de guerre almirois qu'elle a adopté après l'avoir remarqué chez les Goneril qui, on le sait, abusaient particulièrement de lui et l'ont réduit à l'esclavage. Cyril est particulièrement travailleur, et il est montré qu'il craint qu'on le renvoie s'il cesse de travailler. Mais ces craintes sont également montrées comme étant le résultat de ses traumatismes chez les Goneril et la quantité de travail qui lui est donnée et la façon qui a été trouvée de calmer ses peurs. S'il a toujours quelque chose à faire, il n'a aucune raison de craindre qu'on le renvoie après tout. Et il est clair que Rhea tient énormément à Cyril et qu'elle l'a en réalité secouru de chez les Goneril, non pas parce qu'il faisait du bon travail, mais parce qu'il était horriblement abusé là-bas. C'est un enfant de 14 ans, il faut pas l'oublier. Et vu la façon dont Rhea cherche toujours désespérément à retrouver une famille, ainsi que son attachement général envers les enfants, il n'est pas surprenant qu'elle ait laissé ce bout de chou se rapprocher d'elle à ce point. En dehors de ses tests, Cyril est un des deux personnages les plus proches d'elle, et il lui est dévoué comme un enfant envers un parent qui l'adule. C'est une relation qui n'est pas sans rappeler celle de Léonie envers Geralt, une relation d'un enfant en manque désespéré de lien avec une figure parentale, envers, une figure parentale. Sauf que là où Geralt a totalement abandonné Léonie, Rhea, au contraire, chérit Cyril et l'a amené avec elle et lui a donné une raison de vivre. C'est un parallèle fascinant, mais qui a ses problèmes. La guerre empêche Cyril de grandir lentement hors de cette adoration qui vire à l'obsession, ce qui signifie qu'il n'est toujours pas remis de sa disparition 5 ans plus tard. Néanmoins, l'objectif avait toujours été de permettre à Cyril de prendre doucement son indépendance et, quoi qu'il arrive, c'est une réussite, car à la fin, Cyril a une quantité de faim hallucinante et ne dépend de Rhea dans aucune d'entre elles, exactement comme LCTS le souhaitait. Pour toute l'affection qu'elle a envers lui, son but n'a jamais été qu'il lui soit à ce point dévoué. À travers Cyril, nous voyons le genre de parent que peut être Rhea, sévère mais doux, patient et à espérer un jour te voir t'envoler de tes propres ailes, peu importe la proximité entre vous. Et enfin, il y a Catherine. Catherine est la confidente de Rhea. Je ne sais pas si elle connaît sa véritable identité, mais s'il y a un personnage dans le jeu, en dehors de ses tests et de ceux qui l'apprennent plus tard que je pense qu'il pourrait parfaitement connaître la véritable identité de Rhea, ce serait Catherine. Catherine est tout aussi dévouée à Rhea que Cyril, si ce n'est plus, mais elle l'est d'une façon infiniment plus mature. Elle voit Rhea comme son salut, comme l'amour de sa vie aussi d'une certaine façon. Après tout ce qu'elle a vécu, elle a refusé de continuer à prendre des décisions et a choisi de s'en remettre à la personne en qui elle avait le plus confiance. D'ailleurs, toutes les fins de Catherine comprennent sa relation avec Rhea tant celle-ci est importante pour elle. Catherine n'aime personne autant que sa sauveuse, à part peut-être Shamir si vous faites leur fin ensemble. La seule chose qu'elle affirme qu'elle ne lui donnera pas, c'est sa vie. Et ça tombe bien car Rhea n'a pas la moindre intention de lui demander ça. On ne les voit que peu interagir, mais Rhea n'a que des compliments à faire sur Catherine, et il est clair qu'elle tient beaucoup à elle, ne serait-ce qu'à la joie qu'elle ressent dans les fins où Catherine trouve l'amour. C'est bien souvent Rhea elle-même qui doit l'encourager à aller retrouver son amour et la laisser derrière, tant Catherine est dévouée à Rhea. Il y a même une fin avec Cétès où ils se retrouvent à vivre ensemble tous les trois. Elles se sont trouvées, très clairement, deux âmes blessées et trahies, mais dévouées l'une envers l'autre. Rhea a moins de mal à s'en détacher, ce qui est logique vu son âge et tous les proches qu'elle a déjà perdus. Tant qu'à perdre Catherine, autant que ce soit pour une belle raison, plutôt qu'à cause de sa mort sans doute. Mais ce qui est particulièrement fascinant chez elle, c'est qu'elles m'ont fait me rendre compte d'une chose. L'Empire d'Adrestia et l'Église de Seiros sont des miroirs l'un de l'autre. Ils ont été conçus ensemble, comme une unique unité, à l'origine, pour opposer Agartha et ses sbires incarnés par Némésis. Suite à leur séparation, Adrestia a été corrompue par Agartha et affronte désormais une église affaiblie et grise, mais infiniment moins sombre et répugnante qu'Adrestia ne l'est devenue. Aucun des deux n'est un symbole de droiture, mais parmi les nuances de gris,
celle de Seiros restera toujours infiniment plus claire que celle d'Adrestia, et cela se voit aux personnages qui se servent de reflets. Si bien entendu, leurs dirigeantes sont des reflets l'une de l'autre, comme je l'ai déjà mentionné au préalable, j'ai longtemps loupé le reste du reflet, en partant de l'idée que Cétès était le bras droit de Rhea. Sauf que non, c'est Catherine son bras armé. Catherine dont la dévotion puise sa force dans l'amour qu'elle porte pour Rhea, et qui est prête à tout pour elle, même à commettre des actes horribles. Catherine est la Hubert de Rhea. D'ailleurs, dans le cas où on est une sombre merde et on joue l'Empire jusqu'au bout, c'est Catherine qui remplace Hubert dans tous les cas où celui-ci aurait dû être un boss, que ce soit lors de l'invasion de Gregmac ou dans l'annexe de Bernadetta et Petra. Et je sais pas, je trouve ce visuel saisissant et ça me rend triste qu'il n'ait pas d'interaction au combat. Pour conclure, et parce que même si ça ne suit pas exactement le format des analyses, j'avais fait un plan d'analyse à la base quand même, faisons une section tarot rapide. L'emblème de Seiros représente la papesse. En tant qu'emblème de saint, quelque chose qui est intéressant de noter est que ceci représente en général bien mieux le nabatéen à leur origine que l'élève qui les possède. Ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles je trouve les élèves d'Adrestia si inintéressants en comparaison avec les autres. Mais oui, entre la tempérance qui colle bien mieux à ce qu'on voit d'Indek qu'à Bernadetta, l'amoureux qui va beaucoup mieux à Flayn que Linhardt, ou la papesse où, c'est dans le nom, il y a limite pas besoin d'aller plus loin pour voir à quel point ça lui va mieux qu'à l'autre garce, le seul pour qui ça ne colle pas encore trop mal, ce serait Ferdinand, mais même là, la force va quand même beaucoup mieux à Cétès qu'à lui. Mais du coup, comme je viens de le dire, l'emblème de Seiros est l'emblème de la papesse. C'est un emblème qui représente la femme âgée, et bon, elle a 1000 ans, notre sainte quand même, mais aussi le mouvement spirituel, et on parle de la pionnière d'une religion et chef de l'église. Cet emblème représente aussi la mémoire, et elle est un des seuls personnages qui se rappelle le monde avant que tout ne soit détruit autrefois, et qui se remémore toutes les erreurs passées des hommes. C'est aussi la patience, et bon, elle patiente depuis 1000 ans pour ramener sa mère à la vie quand même, et la sagesse, quelque chose qu'elle a clairement. Si certaines de ses actions manquent de sagesse, lorsqu'elle en voit les conséquences, elle a la sagesse de ne pas les reproduire, ce qui n'est pas quelque chose dont nous, humains, pouvons nous vanter bien souvent. La papesse représente aussi le fait de rester caché, la protection et la sécurité, à savoir sa relation avec les enfants de la déesse. Elle a caché leur existence pour leur protection et sécurité, quelque chose qui a marché jusqu'ici. C'est seulement quand Flayn a été découverte qu'il a commencé à leur arriver des trucs. Elle représente aussi le savoir, et non seulement est-elle le personnage qui sait le plus de choses du jeu, elle a également conçu une école, à savoir un endroit pour transmettre le savoir. On y trouve également le mystère, ce qui est quelque chose qui émane d'elle en permanence, on passe le jeu à se demander qui elle est vraiment, quels sont ses objectifs et tout le reste. La papesse représente aussi l'introspection, et comme je l'ai déjà mentionné, Rhea est l'un des seuls personnages à admettre ses erreurs sans hésiter et avoir parfaitement conscience de ses défauts, ce qui, à l'échelle de ce jeu, en fait vraiment une reine de l'introspection. Il y a aussi l'expérience, voir ce que je disais sur son savoir, son âge et le reste, et la force créatrice. Rhea est à l'origine des infrastructures d'Enbar, du monastère de Gregmac, et de nombreux miracles comme le Calice des Origines ou Citri l'Homoncule. Je pense qu'il y a peu de personnages qui peuvent se targuer d'avoir créé autant de choses qu'elle dans le jeu. Ensuite, il y a la sagesse maternelle, et j'ai mentionné à de nombreuses reprises à quel point elle joue un peu un rôle maternel dans notre histoire. Elle était la mère de notre mère d'une certaine façon, après tout. Mais plus intéressant encore est le fait que c'est ce qu'elle recherche. Rhea pense que le monde a terriblement besoin de la sagesse de sa mère à elle, sans se rendre compte qu'elle transmet le même genre de sagesse elle-même. Pour conclure, on peut noter une capacité de gestion sévère, mais excellente, et en effet, elle gère très bien l'église. Pas à la perfection, comme on peut le voir plusieurs fois, mais l'église centrale punit lourdement la corruption et est maintenue à des standards très élevés. Le jeu mobile décrit lui-même la Sainte Seiros comme étant sévère, mais douce. Deux adjectifs qui décrivent très bien notre personnage. Au niveau du plus négatif, on note l'hypocrisie, si ce n'est pas le défaut principal de Rhea, on ne peut nier que l'église est parfois assez hypocrite dans sa gestion des choses, et donc ça se reflète chez elle. Il y a aussi la froideur, quelque chose qu'elle a été forcée d'adopter pour supporter son devoir, qui demande parfois une intransigeance presque cruelle. Il y a aussi les cachotteries, et on ne peut nier que Rhea fait partie des personnages qui nous cachent le plus de choses du jeu. On voit aussi la confusion et l'illusion, ce qui reflète sa relation par rapport à Byleth. Rhea se berce d'illusions en se persuadant qu'il s'agit de la réincarnation de sa mère. Mais on peut voir aux différentes façons dont elle mentionne celui-ci qu'elle-même n'est pas sûre de sa nature. Elle est confuse et se raccroche juste à ce besoin qu'elle a. La bêtise pour moi ne représente pas Rhea, mais bien un autre personnage avec l'emblème de Seiros dans ce jeu. Le secret et la dissimulation vont de pair avec les cachotteries, idem pour le mensonge. Les 5 derniers points négatifs que nous aborderons vont un peu ensemble ici, car il s'agit de 5 points dont elle est victime. Le fait de ne pas plaire, le ressentiment, la médisance, le complot et la trahison. L'Église ne plaît pas à tout le monde. C'est une évidence, aucune institution si large ne pourrait faire l'unanimité. Et on sait notamment qu'elle n'est pas populaire auprès de la noblesse impériale.
Ce ressentiment à l'égard de l'Église mène à la médisance. Il n'y a rien dans ce jeu qui se fasse autant diffamer que l'Église. Elle se fait accuser de tous les maux, y compris en grande majorité dès qu'on sait faux. Je vous ai déjà fait l'exposé dans d'autres vidéos, il y a des milliers d'exemples, mais je dirais que celui qui sera le plus rapide à expliquer restera toutes ces familles terrifiées à l'idée de perdre leurs reliques si l'Église mettait la main dessus, avec notamment Sylvain qui admet qu'à l'époque c'est la raison pour laquelle il a demandé à la garder, alors que si on la rend à Réa sans discuter, elle se contente de la rendre à la famille de Sylvain sans discuter non plus. Ce qui n'est clairement pas l'attitude avare et sans gêne qui est décrite par tous ces gens. Et c'est comme ça pour à peu près tout. Mais dans tous les cas, ce ressentiment et cette médisance mènent bien évidemment au complot et à la trahison, puisque c'est là le scénario même du jeu. Le complot des Dulgard et sa trahison à l'égard de ceux qui ne lui ont pourtant jamais fait le moindre mal. Et pour conclure, si on était dans une analyse, j'aurais sûrement encore tout plein de petits détails que je pourrais mentionner, mais pour un Il faut qu'on parle d'eux, c'est déjà excessivement long en raison de ses origines en tant qu'analyse. Partez pas pour principe que les futures vidéos sur ce format seront aussi longues et détaillées, donc on va juste s'arrêter ici. En gros résumé, Réa n'a presque rien fait de mal et est capable d'apprendre de ses erreurs contrairement à d'autres. Elle a toujours fait de son mieux et est un personnage merveilleux, je l'aime de tout mon cœur, et j'espère que cette vidéo, même si abrégée comparée à ce qu'elle aurait pu être si Sweet Hopes n'avait jamais existé, vous aura au moins fait un peu comprendre pourquoi. Sur ce, vous connaissez les règles habituelles, défendre la garce, sa route ou le spin-off Mes couilles, c'est un blocage immédiat sur la chaîne. Mes vidéos sortent en avance sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Merci à mes précieux patrons, aussi peu soit-il, et des énormes bisous à vous mes petits lions. À bientôt.